Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les spécificités du nouvel intake dans le cadre de la DG Personnes handicapées. Donc voilà, cette séance de formation va se passer en deux parties. Alors, première partie, vraiment une partie plus théorique, donc introduction au projet et vous montrer concrètement qu'est-ce qui change. Et puis une deuxième partie qui est plus spécifique à voilà, une petite démo de comment prendre en main le nouvel outil. On va commencer par la présentation du projet. Donc, qu'est-ce qu'un intake? Donc, vous le savez sûrement, mais donc c'est le premier contact qu'un citoyen a avec le système de sécurité sociale de manière soit directe, soit de manière indirecte via l'aide d'un professionnel externe. L'outil est donc bien évidemment pluridisciplinaire puisqu'il rassemble des informations administratives, médicales, mais aussi sociales. Et il sert vraiment d'outil d'information aussi euh, concernant le processus d'une demande, préparer également le citoyen à une évaluation médicale s'il y en a une, et également préparer à des attentes réalistes. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut venir adapter l'intake? Donc, on a identifié trois principales problématiques. La première est la charge administrative, donc qui est actuellement trop haute sur le citoyen. La deuxième concerne la charge émotionnelle, donc qui est également trop élevée. Donc ici, on parle vraiment de reconnaissance du handicap et de questions de stigmatisation. Et enfin, la troisième problématique est liée à la qualité des informations récoltées. Donc, on s'est rendu compte qu'on n'avait souvent pas assez de données et d'informations pour évaluer directement le citoyen, qu'il y avait beaucoup d'allers-retours à faire dans les dossiers, donc au final, qui ralentit le processus de traitement du dossier. Donc, sur base de ces problèmes, quels sont les objectifs de l'intake? Il y a deux principaux objectifs. Donc, le premier, c'est de créer une expérience qui soit positive pour le citoyen. Donc, vraiment venir répondre à ce qui compte pour le demandeur, réduire cette charge administrative et également éviter la stigmatisation et créer un outil qui est user-friendly pour ceux qui sont capables d'utiliser des outils numériques. On est bien évidemment conscient que tout le monde n'a pas ces capacités-là. Donc, heu, dans le spectre des personnes qui savent utiliser du numérique, on veut le rendre le plus user-friendly possible. Dans un deuxième temps, on veut venir aussi créer un outil qui est utile pour les collègues, donc qui est adapté aux besoins non seulement des assistants sociaux et des partenaires, donc que ce soit internes ou externes, mais également des experts administratifs et du volet médical. Alors, concernant la méthodologie de projet, on a utilisé en fait une technique de service design qui se découpe en 5 phases. La première est donc l'empathie, donc essayer de venir comprendre quels sont les obstacles des citoyens, donc quels problèmes ils rencontrent. Et donc ça, c'est mon petit parallèle à ce que je vous ai expliqué des trois grands piliers de pourquoi est-ce qu'on a adapté l'INTI qui viennent de cette phase. Dans un deuxième temps, on est venu un petit peu définir les demandes des utilisateurs, donc pas seulement des citoyens, mais également les experts administratifs, les assistants sociaux et les médecins, et donc un peu pouvoir dégager dans la troisième phase, les grandes tendances par groupe cible et voir de quelle manière ils pourraient se recouper ou non. Heu, Ensuite, on a créé plusieurs prototypes différents qu'on est venu tester, donc on a fait des allers-retours entre prototype, test. Voilà, les tests ont été effectués sur un panel de citoyens qui à la fois avaient des capacités digitales ou non, qui avaient un handicap moteur ou plus un handicap cognitif, hem et qui avaient déjà eu affaire à l'administration ou jamais. Donc voilà, on a essayé d'avoir un panel le plus large possible pour récolter les avis les plus pertinents possibles. Alors, qui sont en pratique ces parties prenantes? Donc je vous en ai parlé, hein, brièvement, les assistants sociaux, les médecins, les gestionnaires de dossiers, mais donc également les partenaires externes qui remplissent un grand nombre d'intakes. Et puis à côté de ça, les citoyens. Voilà, l'objectif ici, de cette slide, c'est aussi vous montrer la pluralité d'acteurs, mais donc aussi également la pluralité d'attentes qui parfois ne se recoupent pas. Donc ça a été le plus grand défi, pour l'idée, ça a été de, voilà, réunir des attentes qui, par essence ne matchent pas. Donc voilà, on a fait de notre mieux à ce niveau-là. Alors je la passe cette slide-ci puisqu'elle n'a plus lieu d'être étant donné que les formations sont finies. Alors concrètement, la transition, elle va être, brutale, dans le sens où on ne fera pas cohabiter les 2 technologies ensemble, tout simplement parce que ce n'est pas possible.
Donc on passera d'une technologie à une deuxième technologie. Nous, on va venir recontacter, avec nos AS en interne les citoyens qui auraient des demandes en attente, mais c'est pour ça qu'on vous demande, dans la mesure du possible, de finaliser les demandes ou au moins de mettre un maximum de données de contact des citoyens pour qu'on puisse, donc les recontacter et finaliser ces demandes. Ça, c'est le point, je pense, le plus important. Puis également, donc voilà, on a eu cette première phase conceptuelle, comme je vous ai expliqué en 5 phases, suivi de cette phase d'implémentation technique, donc vraiment venir développer les formulaires, la phase de formation qui vient d'être clôturée, donc on arrive tout doucement à la phase de lancement. Alors concrètement, qu'est-ce qui change dans cette intake? Alors, le premier grand point, c'est la question de la technologie. Donc on change la technologie, ce sera la technologie Angular qui va permettre en fait, elle se construise comme un Google Form. On va pouvoir, venir modifier cette intake beaucoup plus facilement que, les précédents. Donc ce n'est pas, une version définitive de l'intake. Vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse modifier souvent cette intake en fonction des besoins. Le deuxième point, c'est qu'il est beaucoup plus accessible puisqu'il permet d'intégrer dans sa technologie le respect des normes WCAG, donc c'est le respect des normes d'accessibilité, donc par exemple en termes de contraste visuel, en termes de typographie, d'image, de tableau, de lecture de voix. Donc ça, c'est voilà, quelques exemples à titre informatif, pardon. Mais c'est également disponible sur les téléphones et sur les tablettes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, le petit point pour nous aussi, c'est que ça permet, également de réduire les coûts et donc de réinjecter cet argent dans des améliorations futures. Alors, je vais revenir un petit peu sur les problèmes et puis vous montrer un petit peu quelles solutions on a, pu envisager. Donc, par exemple, sur la question de la réduction de la charge administrative, on avait la question de séjour nouveau en institution et maintenant on a su rajouter un moteur de recherche où sur base ici du code postal, et du nom de l'institution, on, on a pu, intégrer donc oui, voilà, ce moteur de recherche. On peut sélectionner, voilà, ici, la bonne institution. Si jamais l'institution ne devait pas, s'y retrouver, vous avez la possibilité de rajouter, une nouvelle institution qu'on viendra valider au préalable avant, de l'intégrer tout simplement dans notre liste. Deuxième point, c'est la question de la réduction de la charge émotionnelle. Hem, donc voilà, ici, on a d'abord, rajouté des exemples de difficultés. Donc, ces exemples de difficultés qui se trouvent, juste ici, sont les plus exhaustifs, que possible. Donc on a rajouté vraiment en fonction des types de handicap, plusieurs types d'exemples. Et alors, 2e point, c'est qu'on n'est plus sur qu'est-ce que vous n'êtes plus capable de faire, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec des difficultés, heu, afin de, bah, voilà, d'éviter cette question de la stigmatisation. Au niveau de l'ergonomie du formulaire, on a rajouté une possibilité de switcher de partie en partie. Donc, si c'est adapté à la situation, que la personne a déjà complété la partie 3, mais qu'elle a besoin d'aide par la partie plus administrative, vous pouvez commencer directement par celle-ci. Donc, ça permet vraiment de pouvoir jongler. Dans un deuxième temps, il y a aussi la possibilité de visualiser où est-ce qu'on en est concrètement dans le formulaire. Donc ici, on voit le petit V indique à la personne que cette partie a été correctement complétée. Ici, on voit qu'il manque encore, la partie danger pour pouvoir valider cette partie et donc voilà, on a encore une indication et alors le troisième point, on voit qu'il n'y a rien du tout, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information du tout. Alors au niveau de l'ergonomie du formulaire, donc il y a la possibilité de charger ces documents. Je souhaite quand même préciser, ce n'est pas du tout obligatoire de rajouter son formulaire. Donc si on souhaite rajouter une pièce jointe, on peut. Si ce n'est pas possible pour X ou Y raison, il y a toujours la possibilité de le faire par la suite par le formulaire de contact. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ces possibilités-là? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait du coup pas mal d'allers-retours, on devait recontacter le citoyen pour avoir plus d'informations, donc on laisse maintenant la possibilité aux citoyens proactivement de rajouter des fichiers. Au niveau des informations pratiques, l'adresse intake@minsoc.fed.ve sera disponible 1 mois, à dater de la sortie de l'intake pour pouvoir répondre à vos questions et on vous fournira également le manuel d'utilisation. Je vais passer à la démo. Je vais arrêter de partager mon écran, je vous repartage tout de suite. Voilà.
Donc on arrive ici sur la première page. On constate ici que rien n'a été, complété, donc les camemberts ici sont vides. On va commencer avec la partie, information personnelle. On demande aux citoyens si elles séjournent dans l'institution. Si c'est le cas, comme je vous ai expliqué, on peut ajouter un code postal et sélectionner, la bonne institution. On peut rajouter sa personne de contact et valider. Une fois que ça, c'est correct, on n'y touche plus. Si jamais, vous voulez encore modifier, c'est évidemment possible. Voilà. Alors, ici, on viendra afficher la résidence de la personne. Donc, on voyait ici que c'est grisé, ça provient des données qu'on obtient via l'ERN. Si la personne souhaite modifier son adresse puisqu'elle souhaite recevoir ses courriers à une autre adresse, c'est également possible. Il faudra venir ici remplir les champs. Alors, on demande également si la personne a un administrateur légal. Si c'est le cas, il faut remplir ici les informations. Si la personne est déjà en possession de son justificatif, c'est également possible de le rajouter directement. Si ce n'est pas le cas, il sera également possible de le joindre par la suite. Si la personne n'a pas d'administrateur légal, elle peut nous renseigner les coordonnées, donc soit ses propres coordonnées, nous donner un numéro de téléphone et une adresse mail. Si elle ne souhaite pas donner ses propres coordonnées, puisqu'elle ne possède peut-être pas d'adresse mail, il y a une possibilité qu'elle rajoute les coordonnées d'un proche. Alors ici, elle pourra confirmer les données du proche qui souhaite être contacté. On demande par la suite les données du médecin. Donc ça, à terme, l'objectif est de pouvoir instaurer le même processus que pour les institutions, donc ce petit moteur de recherche. Simplement, on a été bloqué ici, très concrètement par, l'INAMI qui ne peut pas nous fournir encore de données suffisamment qualitatives et pour éviter les erreurs, pour le moment, ce n'est pas possible d'être implémenté. On demande également le numéro de compte bancaire de la personne et si elle a été, victime d'un attentat, elle peut sélectionner ici la date correspondante. Dans un deuxième temps, on vient ici demander à la personne si, elle vit avec une autre personne. Si c'est le cas, elle peut venir ici remplir les informations, qui correspondent et également au niveau des enfants à charge, la particularité ici, c'est qu'on a rajouté combien d'enfants avez-vous? Donc ici, on veut vraiment savoir des enfants qui vivent encore sur le même toit et qui ont un impact sur le style de vie. Admettons qu'il s'agit, d'une personne qui a un enfant de 30 ans qui vit sous le même toit, mais qui vit de manière indépendante. Vous pouvez rajouter l'âge de l'enfant, c'est pour ça qu'on laisse la possibilité de le mentionner. Mais vraiment, les questions d'allocation familiale, elles viennent ici préciser, si la personne est encore à charge ou non. Donc on peut ici, dire, voilà, on a un enfant de 15 ans et un enfant de 26 ans, par exemple. On vient demander donc si la personne reçoit des allocations familiales, verse ou perçoit une pension alimentaire. Ça, c'est des questions qui n'ont pas, beaucoup changé. Ensuite, on vient demander des informations concernant le revenu de la personne. Donc, dans un premier temps, est-ce que la personne a un revenu ou non? Si ce n'est pas le cas, comme vous voyez, il ne se passe rien. Si c'est le cas, on vient ici demander de quel type de revenu il s'agit. Donc, admettons, on coche le premier. Si jamais le revenu ne venait à pas se retrouver dans la liste, vous avez toujours la possibilité de spécifier. Est-ce que le revenu a-t-il été supprimé, oui ou non remplacé? De la même manière, ici, on peut venir sélectionner la bonne information. Ici, vous voyez donc des années. Ici, on parle de 2021-2022. Évidemment, ces années s'adapteront en fonction de l'année dans laquelle on remplit le formulaire. Donc, c'est à chaque fois le même principe. On peut venir sélectionner le, le salaire demandé. Alors, les données de la prestation au niveau de la maladie ou invalidité. Donc, on peut venir donner le type de prestation, l'institution. Ici aussi, données d'indemnité ou de la demande. Alors, au niveau des études et travail, donc c'est la deuxième partie. On demande à la personne, est-ce qu'elle suit une formation, oui ou non? Alors, si c'est le cas, on peut venir sélectionner la formation que la personne suit actuellement et de préciser, si elle le souhaite, l'orientation des études.
On peut également essayer de venir décrire l'impact des difficultés sur la capacité à suivre la formation en cours. Donc ici, on a de l'espace pour rajouter un peu plus d'informations. Et si la personne souhaite rajouter des attestations plus de documents, elle peut également. Si jamais on répond qu'on ne suit pas de formation, il y a quand même une question qui subsiste, c'est quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu? Voilà. Là, vous pouvez venir rajouter, par exemple, la les études, le diplôme correspondant. Au niveau du travail, alors on demande à la personne: «Est-ce que vous travaillez, oui ou non?» Alors, si jamais c'est non, on peut ici, donner dans quelle année. Si jamais c'est oui, on peut expliquer, voilà, quel type de job ont été effectués sur les 5 dernières années, combien d'heures par semaine on travaille, voilà, c'est pour un peu estimer si c'est un temps plein, un mi-temps, ou un temps partiel et de la même manière que la question de formation, décrire, la façon dont, les difficultés impactent, les capacités de travail. Et la dernière question, c'est vraiment les questions d'organisation qui aident à conserver le travail, oui ou non? Et si c'est le cas, voilà, faut juste un petit peu, détailler. De la même manière, si la personne souhaite rajouter, des informations, elle peut. Donc, les documents peuvent être chargés, directement par ici. Alors, concernant la partie 3, on a d'abord une page informative qui vient expliquer à la personne sur quoi est-ce qu'on va venir l'interroger, mais également préciser quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées et quels sont les types d'assistance et dispositifs. Ça, c'est vraiment une page informative. Ensuite, on arrive sur vraiment les 6 domaines. Vous allez voir que c'est sensiblement le même concept pour tous les domaines. Donc, je vais venir vous en montrer un ou deux, mais on n'ira peut-être pas dans les détails pour les 6 domaines. Donc voilà, au niveau des déplacements, ce qu'on commence par faire, c'est qu'on donne plusieurs, exemples de difficultés, qui peuvent se refléter en fonction, des handicaps. On vient demander à la personne 3 possibilités. Soit la personne est capable d'effectuer toutes les activités, elle peut venir ici mentionner: «Voilà, je suis capable de faire tout». Soit la personne dit: «Moi, je suis capable de rien faire du tout». Elle peut venir nous expliquer, en un seul bloc pourquoi ce n'est pas capable. Si la personne est capable de faire certaines activités de déplacement, elle peut venir ici préciser lesquelles. Donc, si elle arrive à faire sans difficulté, une activité, elle peut, pardon, excusez-moi, je me suis paraphrasée. Si elle arrive à effectuer une activité, avec une difficulté, elle peut venir sélectionner le la bonne activité correspondante. Heu, si jamais la personne, ne sait pas la faire à cause de ses difficultés, on peut aussi venir la cocher et donc rajouter des informations. On considère que ce qui n'est pas coché, c'est ce qui est capable de faire sans aucune difficulté. Pour la simple et bonne raison qu'ici, on vient rajouter, les assistances et les dispositifs par la suite. Donc vous pouvez choisir le type d'assistance et le type, de dispositif à chaque fois. Donc ça, c'est pour le premier exemple, pour le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est, les courses à cuisiner les repas. Donc c'est sensiblement la même chose. Donc si la personne est capable de tout faire, il n'y a pas d'informations à remplir. Si la personne est capable de faire, heu, aucune des activités en un seul bloc, on peut, préciser, plus d'informations. Si on est capable de faire certaines difficultés, heu, voici les différentes possibilités. De la même manière, les types d'assistance et types de dispositifs ont été modifiés à chaque fois. Donc, l'assistance professionnelle, aide au repas, quelqu'un qui livre les courses et tout ça, ce sera à chaque fois changé en fonction des domaines. Donc ça, c'est chaque fois le même principe pour tous les différents domaines. Au niveau des dossiers prioritaires, on demande 2 questions. Si, la personne suit un traitement de chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. Si c'est oui ou si c'est non, donc si la personne dit oui, on propose à la personne de charger les documents et donc d'ajouter un fichier si elle le souhaite, envoyer, plus d'informations médicales. Si ce n'est pas possible ou si la personne ne souhaite pas le faire, on passera toujours par la procédure standard habituelle qui existe déjà pour le moment. Ça, là-dessus, c'est vraiment si la personne souhaite le faire.
Et alors, pour terminer, ici, vous avez, la possibilité de résumer quelle est la plus grande problématique puisqu'on sait que, le formulaire, est un formulaire standard qui ne reflète pas toujours, heu, de manière, globale la situation de la personne. Et alors, également dans cette case, s'il y a des informations que le citoyen estime qui n'ont pas été demandées et qui pourtant reflètent, ses difficultés, c'est également à ce moment-là qu'elle peut, remplir ces informations. Et alors, qui vous a aidé à remplir cette demande? Cette question était, standard. Une fois que, le formulaire est rempli, il peut être soumis. Une fois qu'il est soumis, vous pouvez, télécharger et imprimer la demande, heu, complétée. À la fin de cette demande se trouvera également les next steps, donc qu'est-ce qui pourra suivre, pour le citoyen dans le processus de sa demande. Voilà, donc c'est vraiment une démo pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise l'outil puisqu'il y a, le manuel d'utilisation qui vous permettra de lire, à votre aise le, formulaire. Je vous remercie beaucoup pour, votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. Je vous remercie.